messieurs, et bienvenue à Lausanne, pour ceux qui sont déplacés de loin, pour cette conférence du MFR. Elle va se dérouler de manière suivante. D'abord une petite introduction, puis une présentation rapide des 5 intervenants qui sont ici, puis la conférence de presse proprement dite. On aura une séance de questions après, pour 10-15 minutes. Et finalement, il y aura un mode clôture. Nous sommes réunis aujourd'hui exactement un mois avant la votation fédérale du 28 septembre 2025 sur la loi concernant l'identité électronique pour présenter les arguments de la campagne du non. Cette votation fait suite au rejet par le peuple suisse en 2021 d'un premier projet de EID jugé trop favorable aux entreprises privées. Malgré les modifications apportées, les opposants estiment que cette nouvelle version demeure problématique et ouvre la voie à une société de surveillance. Le référendum de cette loi a abouti avec plus de 55 000 signatures valides, témoignant des préoccupations légitimes des citoyens de ce pays. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui 5 personnalités engagées dans ce combat pour nos libertés fondamentales. Tout d'abord, Madame Michèle Caillé, qui est présidente du mouvement fédératif roman, juriste spécialisé en droit constitutionnel. Ensuite, nous avons M. Jean-Luc Ador, qui est conseiller national du DC du Valais, qui est avocat et fervent défenseur de l'indépendance de la Suisse. Madame Chaz Kahn représente et est la présidente de Réinfo Santé Suisse Internationale et est experte en santé publique et auteure. Madame Maria Pia Ambrosetti, qui est députée au Grand Conseil tessinois et coprésidente d'Helvetica Ticino. Enfin, M. Joseph Ander, qui est entrepreneur informatique et président de l'Action Butnis Urcantore. s'est déplacé de loin. Chacune de ces 5 personnalités va maintenant vous exposer pourquoi l'EID, malgré les améliorations promises par le Conseil fédéral, représente, selon eux, une grave menace pour nos libertés individuelles et pour notre démocratie directe. Alors maintenant, je vais donner la parole à Mme Caillé. Mme Caillé est juriste de formation avec un master en droit de l'Université de Genève. Elle est une figure de proue de la défense de la souveraineté suisse face aux ingérences internationales. Elle préside le mouvement fédératif roman, le MFR, une organisation citoyenne hors parti politique qui défend la souveraineté suisse et la liberté démocratique. Elle s'est engagée dans l'activisme politique lors de la crise sanitaire comme porte-parole roman des Amis de la Constitution et milite activement contre les traités internationaux qui menacent la souveraineté suisse, notamment les accords de l'OMS et de l'Union européenne. Sa vision, c'est de défendre la liberté, de penser et de choisir, ainsi que la responsabilité individuelle, comme fondement de la démocratie. Madame Caillé, je vous donne la parole. Bonjour mesdames, messieurs, et merci d'être présents ce matin. L'identité numérique, c'est dangereux. C'est une clé centralisée qui garantit moins la sécurité que le risque d'abus. Le 28 septembre, nous ne voterons pas seulement pour une technologie. Nous voterons sur une vision de société, entre une Suisse libre et souveraine et une Suisse livrée à la surveillance numérique. L'identité numérique, c'est une menace déguisée en modernité. On nous vend l'identité numérique comme pratique, sûre et moderne. Mais derrière ce dernier, il s'agit en réalité d'un outil de contrôle centralisé. Ce portefeuille SWIU n'est pas un simple carte d'identité numérique. Il regroupera votre identité, bien sûr, votre permis de conduire, l'AVS, le casier judiciaire, les assurances, le dossier médical, bref, une clé universelle qui vous suivra partout. Or, centraliser toutes nos identités, toutes nos données sensibles dans un téléphone, c'est offrir une porte d'entrée aux cyberattaques et à la surveillance. Aucun système n'est inviolable. La récente attaque de Radix en Suisse et les failles en Estonie en sont la preuve. Alors quand on promet l'inviolabilité, c'est comme jurer qu'un coffre-fort ne s'ouvrira jamais.
Et contrairement à ce que prétend la Confédération, ce système n'est pas uniquement géré par l'État. Son développement et ses infrastructures est confié à Elka, qui est une entreprise privée. Autrement dit, nos données les plus sensibles ne seront pas seulement entre les mains du secteur public, mais aussi entre les mains d'acteurs commerciaux qui n'ont pas de compte à rendre aux citoyens. Cette externalisation fragilise la confiance et multiplie les risques d'abus et de dépendance. On nous vend aussi que c'est un choix facultatif, mais qui ne le restera pas. On nous promet que l'identité numérique restera facultative. Mensonge. Demain, ce sera votre banque qui vous dira « Désolé, sans identité numérique, vous n'ouvrez pas de compte ». Votre assurance fera de même, votre employeur aussi. Peu à peu, vivre sans identité numérique deviendra impossible, même si la version papier existe encore en théorie. En fait, c'est une obligation par contrainte sociale. Et pour qui cette identité numérique? Pour tous? Certainement pas. En Suisse, avec nos 25% de retraités, cette pseudo-inclusion numérique aggravera certainement les fractures sociales. Ce sont nos aînés et nos concitoyens les plus fragiles qui seront laissés de côté. Le gouvernement répète que l'identité numérique sera gratuite pour les citoyens. C'est faux. Derrière ce mot séduisant de gratuité se cache la vérité. Ce sont vos impôts qui payent la facture. 182 millions de francs pour lancer le système et ensuite 25 millions pour la maintenance chaque année. Sur 10 ans, un demi-milliard. Une fortune pour nous éviter l'effort de sortir de notre poche. C'est une mascarade. Un demi-milliard pour financer notre propre surveillance. En fait, l'identité numérique, c'est une étape vers l'intégration européenne et les monnaies numériques. Ce que l'on ne dit pas clairement, c'est que l'identité suisse, l'identité numérique suisse, sera interopérable avec le portefeuille numérique européen dès 2026. Autrement dit, nous ouvrons la porte à une intégration silencieuse avec l'Union européenne, sans vote, sans débat, par la voie numérique. Alors, on entend beaucoup parler de ces accords européens. On en parle et ça se passera en 2028. Et en fait, en attendant, on nous intègre numériquement à l'Europe par la petite porte. C'est vraiment du génie tactique. Pourquoi forcer la porte lorsqu'on peut nous la faire ouvrir de l'intérieur? Alors, je vous rappelle 4 échéances extrêmement importantes et déterminantes pour la Suisse. Aujourd'hui, c'est l'identité numérique. Courant 2026, il y aura l'initiative sur l'argent liquide et la potentielle disparition du cash. Il y aura ensuite la révision sur la loi sur les épidémies qui nous rendra complètement euro-compatibles sanitairement. Et puis enfin, l'initiative sur la neutralité. Une fois que ces 4 verrous auront sauté, les bilatérales 3 ne seront plus qu'une formalité administrative. Nous serons d'ores et déjà intégrés numériquement, monétairement et sanitairement à l'Union européenne. Alors, à ceux qui redoutent les bilatérales 3, mais qui hésitent encore sur l'identité numérique, comprenez que c'est maintenant qu'il faut dire non. Car si nous ouvrons aujourd'hui la porte numérique avec une identité euro-compatible, les accords de demain ne seront plus qu'une formalité. Mais cela va encore plus loin. L'identité numérique, c'est aussi la clé pour l'instauration des monnaies numériques programmables de banque centrale. Oui, j'ai bien dit programmables. Contrairement à l'argent liquide, elles permettront de contrôler vos dépenses, bloquer vos achats, faire expirer vos fonds et geler vos comptes en un clic. En Chine, ce système existe déjà et il est d'ailleurs couplé avec le crédit social. Alors vous allez me dire, le crédit social, non, on en est à l'abri en Suisse. C'est être d'une grande naïveté. Rolf Rauschenbach, politologue et chargé d'information à l'identité numérique à l'Office fédéral de la justice, l'admet lui-même. Les systèmes de scoring social menacent nos démocraties. Alors, posons-nous les vraies questions. Objectivement, pourquoi dépenser des centaines de millions pour un outil dont nous n'avons pas besoin? Comment garantir que l'identité numérique ne deviendra pas obligatoire de fait? Qui nous protégera d'un usage abusif de cette infrastructure qui permettra surveillance de masse, dépendance européenne et contrôle monétaire? Mesdames, Messieurs,
Le 28 septembre, nous ne décidons pas seulement d'une application sur un smartphone. Nous décidons si nous voulons rester maîtres de notre identité, de nos données et de nos libertés. L'identité numérique n'est pas un progrès. C'est un danger existentiel. Pourquoi? Pour notre démocratie directe, pour notre souveraineté et pour les générations futures. Alors le 28 septembre, défendons la Suisse libre que nous aimons. Votons non à l'identité numérique. Je vous remercie. Merci Madame Caillé pour cette très éclairante présentation. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Jean-Luc Ador, qui est conseiller national FDC du Valais depuis 2015, qui est avocat au barreau valaisan depuis 1991. Il a été juge d'instruction pour le Valais central de 1992 à 2001. Capitaine à l'armée, il siège à la commission des institutions politiques et à la commission de la politique de sécurité au Conseil national. Fervent défenseur de la souveraineté suisse, il s'oppose aux accords avec l'Union européenne et milite pour le contrôle de l'immigration. D'ailleurs, il a récemment été élu président du syndicat Garanto, je dis un peu en italien, personnel des douanes. Il est le premier UDC à diriger un syndicat au niveau national, ce qui est parfaitement cohérent avec son combat pour la défense des frontières. Monsieur Ador, merci pour votre présentation. Merci. D'abord, je remercie le mouvement fédératif Renault pour son invitation. C'est quand même frappant de voir que on parle des fois de société civile, etc. Ben, on a un bon exemple de la fracture entre une bonne partie du monde politique et la société civile qui, sur ce sujet-là, n'est représentée que par quelques associations qui sont ici représentées, par Maspol, en Suisse alémanique, etc. Mais finalement, cette votation, c'est comme on l'a vécu, on y reviendra pendant le Covid, c'est un cas particulier de la résistance de la société civile, finalement, à certains égards, contre ce qu'on pourrait appeler, peut-être un peu, d'une manière un peu pompeuse, le système. Alors, ça a été rappelé, les Suisses l'ont dit en mars 2021, ils l'ont dit même clairement, c'était quand même 64,4%, et puis l'unanimité des cantons, ils ne voulaient pas d'une identité électronique qui ferait d'eux de simples codes à la merci de l'État, de grandes entreprises technologiques et surtout d'une surveillance de masse que nous avons connue pendant justement la période du Covid. Mais voilà que le système, si j'ose dire, revient à la charge avec une nouvelle mouture qui, pour nous, n'est pas moins menaçante pour notre sphère privée et pour nos libertés individuelles. Cette insistance à imposer ce procédé au mépris d'une volonté populaire pourtant limpide, et pas très ancienne en plus, c'est le premier problème d'importance de ce nouveau projet. C'est un problème simplement de respect de la démocratie. L'identité électronique telle qu'elle nous est proposée, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire pour accompagner, voire accélérer, c'est le fantasme de certains, la transition numérique? Pour autant, justement, que cette transition ou son accélération soit souhaitable. À l'évidence, non. J'en veux pour preuve que les citoyens qui le souhaitent, peuvent recourir aujourd'hui déjà pour communiquer avec les autorités à une plateforme qui s'appelle Agov, qui existe bien avant ce projet de loi. Quant au développement des services en ligne en tout genre, il est d'ores et déjà exponentiel, même sans identité électronique. Un mot ensuite sur la base constitutionnelle du projet. On ose invoquer, pour le soi-disant fondé, une disposition relative à la nationalité et au droit de cité, ça ne s'invente pas, et puis une autre qui concerne les travaux publics. Donc il faut quand même avoir une certaine imagination pour admettre que ce projet a une base constitutionnelle. Et la réalité, justement, pour des juristes un tant soit peu sérieux, c'est que ce projet
n'a aucune base constitutionnelle, ou pour exprimer la chose autrement, il est contraire à notre Constitution. Ça, c'est déjà un élément qui doit nous faire dresser l'oreille. Ensuite, derrière ce qu'on pourrait appeler les sirènes technologiques, ou plutôt technocratiques, se cachent d'autres enjeux qui sont plus cruciaux. Nous en savons quelque chose depuis le Covid, parce que peut-être que Social Pass, Pass Covid, ça rappelle quelque chose à quelques-uns d'entre nous qui n'ont pas oublié. Parce que déjà à l'époque, on nous sortait, comme aujourd'hui, des professeurs pour nous faire croire à l'innocence de ces procédés de contrôle. Déjà, on nous disait que ce n'était pas obligatoire et que ce ne le serait jamais. Et la réalité, nous la connaissons que trop, et je pense que nous n'avons aucune envie de la revivre. C'est que derrière ces discours lénifiants, eh bien, on a affaire à une obligation déguisée, avec pour conséquence l'exclusion sociale et professionnelle. Et là, avec les discriminations que nous avons vécues pendant trop longtemps, pendant la période du Covid, encore une fois, je dis simplement plus jamais ça, pour paraphraser certains. J'ai parlé de risque d'exclusion. Dans le monde électronique que le Conseil fédéral et le Parlement, sauf on n'était pas très nombreux, 26, tous UDC quand même, juste pour dire. D'ailleurs, c'est grave et inquiétant, hein, juste aussi pour dire ça, qui est qu'à l'UDC qu'on trouve des gens qui sont disposés à défendre jusqu'au bout notre sphère privée et nos libertés, mais c'est comme ça. Eh bien, donc, dans ce monde électronique qu'on nous concocte, qui a pensé, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, à toutes ces personnes, je pense moi aussi là, à toutes les personnes âgées, pas toutes, mais à quand même une bonne série de personnes âgées qui n'utilisent pas les technologies numériques, et qui a pensé tout simplement à toutes celles et ceux d'entre nous qui veulent encore pouvoir jouir, peut-être à côté, on a tous, on a un téléphone, etc., mais qui veulent encore jouir d'un droit à une vie hors ligne. Il y a des garanties techniques, soi-disant. Bien, constatons que les questions liées à la journalisation des données, à la protection de la vie privée et à la traçabilité, ça nous rappelle encore une fois une certaine période. Donc, traçabilité, ça veut dire les risques de traquage aussi. Bien, tout ça n'est pas clarifié et ces questions ne sont pas non plus résolues. Et dans un domaine aussi sensible, un tel manque de clarté et de transparence, c'est juste inacceptable, avec, à la clé, un risque qu'au moyen de cette identité électronique, l'État et d'ailleurs de grandes entreprises technologiques puissent retracer nos activités, nos achats, nos mouvements, un peu tout finalement sur nous, et puis à la fin, nous contrôler. L'enjeu, comme en 2021, comme pendant le Covid, c'est donc, plus fondamentalement, au-delà de la commodité qu'on nous vend de cette identité électronique pour toutes sortes de services, l'enjeu, c'est la protection de notre sphère privée et de nos libertés individuelles face à l'État et aux intérêts financiers des grands groupes privés qui contrôlent ces technologies. La question est donc assez simple. Voulons-nous garder nos libertés pour nous et pour nos enfants, ou allons-nous nous résigner à dériver toujours plus vers une espèce de société à la chinoise, avec un contrôle toujours plus total des citoyens par l'État? L'identité électronique, ce n'est pas un progrès, c'est donc une menace, et voilà pourquoi. C'est suisse d'ailleurs, ma section du DC du Valais-Romand, et puis moi aussi, je pense que nous devons absolument voter non le 28 septembre. Merci. Merci beaucoup, monsieur Nador, pour votre présentation extrêmement claire qui devrait inciter les citoyens à voter le 28 septembre. Et voter juste.
Notre troisième intervenante est Madame Chaz Khan. Elle est présidente de l'association Réinfo Santé Suisse Internationale. C'est une ONG qui regroupe exclusivement des professionnels de la santé dans différents domaines. Elle est passionnée par la santé et la science. Elle a complété sa formation par des certifications en nutrition, en marketing et communication, en anatomie et physiologie, en immunobiologie et en vaccinologie. Rien que ça. Elle est auteure du livre « Le virus, pas tous mauvais », publié en 2021. Son association, fondée en janvier 2021, vise à partager des informations fiables, indépendantes et transparentes au sein des communautés médicales et paramédicales, ainsi qu'avec le grand public en général. Chaz. Bonjour à tous. J'ai un ami proche qui m'a demandé pourquoi est-ce que Réinfo Santé Suisse Internationale se positionne sur un sujet qu'il estime politique et qui n'a rien à voir avec la santé. Pourtant, il y a plusieurs liens directs et indirects avec la santé, et dont un des plus importants dont j'ai rappelé, c'est notre devoir de protéger ce qui est le plus sensible, c'est nos données médicales. En tant que présidente de Réinfo Santé, je suis ici pour défendre un élément essentiel de notre système de santé, et c'est le respect du secret médical. Ce principe profondément ancré dans nos droits fondamentaux garantit la confidentialité des données personnelles de santé. Le 28 septembre 2025, nous devrons nous prononcer sur la nouvelle loi fédérale concernant l'identité électronique. Souvenons-nous, en 2021, les citoyens et citoyennes suisses ont déjà rejeté un projet similaire qui était un système d'identité numérique sous la gestion du secteur privé. Mais dans le canton de Vaud, on a eu le plus grand refus de 70%. Et d'une manière nationale, on a entendu M. Haddock qui a quand même transmis que c'est 74,36% de refus national. Malgré ce refus clair, qui exprimait une inquiétude forte face à un système perçu comme peu fiable et sujet à abus, on se retrouve de nouveau à devoir voter, et seulement grâce à un référendum qui est passé avec plus de 55 000 signatures. Aujourd'hui, bien que le projet ait changé de forme, les risques, eux, ils restent. Rappelons-nous que le secret médical est un principe non négociable. Selon l'OFSP, les soignants sont tenus au secret professionnel, et c'est aussi prévu par l'article 321 du Code pénal. Toute faille dans la protection de ces données fragiles, fragilise la relation de confiance entre patient et professionnel. Et quand cette confiance est abîmée, ce n'est pas réparable par une simple mise à jour. Le proposé fédéral à la protection des données l'a d'ailleurs souligné. Les données médicales sont parmi les plus sensibles. La législation actuelle, même renforcée depuis 2023, ne peut pas empêcher tous les incidents. Et lorsqu'ils surviennent, c'est la sécurité des personnes qui est mise en jeu. Et les attaques sont bien réelles, même ici en Suisse. Ces dernières années ont été marquées par plusieurs cyberattaques préoccupantes. En 2022, plusieurs cabinets médicaux du canton de Neuchâtel ont vu leur dossier de plus de 20 000 patients exposés. En 2023, il y a eu l'affaire Explon qui a mis en lumière le vol de données au sein des services fédéraux. Et plus récemment, il y a eu l'affaire Vedimed qui a eu son accès bloqué au dossier médical essentiel. Et ces exemples démontrent qu'un système interconnecté, même bien intentionné, augmente les surfaces d'attaque. Et rappelons-nous, l'identité électronique ne sera pas juste un identifiant, mais un clé d'accès potentiel à de nombreux services. Plus elle sera utilisée, plus elle deviendra un cible. D'ailleurs, un rapport de 2025 sur la cybersécurité des soins de santé en Suisse, publié par l'Institut national de tests pour la cybersécurité, a révélé des milliers de vulnérabilités graves. Avec leur promesse de sécurité, les autorités affirment que l'identité électronique permettra de limiter les données partagées, par exemple prouver sa majorité sans afficher sa date de naissance. Mais en réalité, deux problèmes persistent. Les complexités techniques rendent possibles les erreurs, bugs et failles, et l'usage concret pourrait évoluer. Donc les prestataires pourraient exiger plus de données qu'annoncées. Et n'oublions pas, ce qui est facultatif aujourd'hui peut devenir un norme demain. Il existe déjà un AGOV pour s'authentifier auprès de l'État sans identité électronique, et en rendant la nouvelle identité
électronique officielle dans la loi, on risque de créer une pression implicite pour l'adopter, notamment dans le secteur privé. En matière de santé, 4 garanties sont nécessaires avant toute généralisation d'identité numérique. Aucune obligation liée à la santé, donc il faut interdire de conditionner l'accès aux soins ou au dossier électronique du patient par l'identité numérique. Il faut une transparence absolue, il faut des audits indépendants et accessibles au public avec des tests de vulnérabilité simulés, et il faut une responsabilité claire. En cas de faille, les responsables doivent réparer et être sanctionnés. Et le maintien d'alternatives. L'accès aux services publics ou médicaux doit toujours être possible sans l'identité numérique, en version papier ou en numérique parallèle. Aujourd'hui, ces garanties ne sont pas assurées et les conséquences d'une brèche seraient irréversibles. En conclusion, la numérique n'est pas la solution à tout et elle présente des vrais risques. Cela pourrait ouvrir la voie à des restrictions injustifiées, à des interconnexions non souhaitées, voire à une surveillance trop poussée, ce qu'on a bien vu pendant le Covid. Pensons aussi aux personnes âgées qui peinent déjà avec les démarches numériques. L'e-banking est déjà une casse-tête pour beaucoup et pas seulement les aînés. Et la mise en place d'un identifié numérique pour accéder à des services de base, c'est risquer de les marginaliser davantage. Soyons clairs, aucun système n'est à l'abri. Une fois les données médicales exposées, le mal est fait. Elles peuvent se propager sans qu'on puisse les récupérer ou en contrôler l'usage. C'est trop tard et c'est inacceptable. Donc pour la liberté, pour le respect de notre vie privée, pour le maintien du secret médical et l'égalité de l'accès aux soins, je vous appelle à voter non le 28 septembre 2025. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charles, pour avoir mis en lumière cet aspect extrêmement important, qui est la protection de nos données médicales, qui risque effectivement d'être pillées de manière extrêmement simple lorsqu'on aura toutes nos informations sur des fichiers numériques. Notre quatrième intervenante aujourd'hui, qui est venue du Tessin, c'est Madame Maria Pia Ambrosetti. Madame Ambrosetti est députée au Grand Conseil tessinois et elle est coprésidente de l'Etica Ticino. C'est une ancienne maestra de Scuola dell'Infanzia formée à l'école de magistrat de Locarno. Elle s'est principalement engagée dans la protection du droit des enfants. Après avoir vécu au Pérou et étudié à Genève dans une école de traducteurs et interprètes, elle milite activement pour la défense de la neutralité suisse et contre l'endoctrinement idéologique dans les écoles. Membre de l'intergroupe parlementaire Souveraineté et Indépendance du Grand Conseil tessinois, elle se bat notamment contre les accords avec l'OMS qui menacent selon elle la souveraineté constitutionnelle suisse. Son engagement? Défendre les droits fondamentaux de la Constitution fédérale qui transcendent les clivages politiques. Je donne maintenant la parole à Mme Ambrosetti. Merci beaucoup et merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'être ici aujourd'hui. Alors, si nous sommes réunis ici, ce n'est pas par simple hasard, ni même par la seule volonté des citoyens suisses, mais parce que la volonté qu'ils avaient exprimée en 2021 a été ignorée. C'est pour cela que le 28 septembre prochain, nous serons à nouveau appelés à voter sur la loi concernant l'identité électronique. Et cela n'a été rendu possible que grâce à la vigilance et à l'engagement de la société civile. Association de Suisse romande, dont je remercie Mme Caillé, qui nous a invités ici aujourd'hui, de Suisse alémanique aussi, et de mon propre canton, le Tessin, qui se sont unis pour lancer à nouveau le référendum contre la loi votée par le Parlement de décembre dernier. L'union fait la force, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, nous avons besoin de chacun d'entre vous et de tous ceux qui ont déjà voté non en 2021, mais aussi de ceux qui, peut-être, avaient voté oui et qui se rendent compte désormais de la cage numérique dans laquelle on tente de nous enfermer. Car oui, la responsabilité de dire non à cette cage ne repose sur personne d'autre que sur nous-mêmes. C'est à nous de défendre notre liberté, celle de nos enfants et des générations futures.
Dans le monde entier, on regarde la Suisse avec admiration parce que nous avons encore la possibilité de dire non à une loi qui ne nous convient pas. Cette possibilité, nos voisins européens ne l'ont pas. Eux doivent subir les décisions de Bruxelles sans pouvoir se prononcer directement. Il faut le répéter avec force. Chaque voix compte. Celui qui ne va pas voter se déresponsabilise, comme un adolescent qui n'aurait pas encore atteint la maturité légale. Ne pas voter, c'est laisser les autres décider à notre place. C'est abandonner sa souveraineté personnelle. La Suisse se trouve aujourd'hui à un carrefour historique. D'un côté, les citoyens conscients, attachés aux valeurs fondamentales de la liberté individuelle et de la démocratie directe. Ceux qui comprennent les dangers cachés derrière cette loi, que l'on nous vend comme pratique sûre et inclusive. Traçage permanent de nos activités, perte de notre intimité, dépendance totale du smartphone et reconnaissance faciale, monnaie numérique et bien d'autres menaces encore. De l'autre côté, ceux qui considèrent le progrès technologique comme une nouvelle religion, un Dieu matérialiste capable de résoudre tous nos problèmes du quotidien, mais qui exige en échange notre obéissance aveugle. Nous avons choisi une autre voie, celle de la modernité sélective. Cela signifie accueillir les innovations qui améliorent réellement notre vie quotidienne, sans renoncer à notre humanité profonde. Cela signifie utiliser la technique comme un outil et non comme une cage. La modernité sélective, c'est la liberté de rester humain, de rencontrer l'autre en face à face, de payer en espèces si nous le voulons, d'échanger sans être surveillés, de choisir nos outils sans être contraints. Car à quoi servirait une société dite moderne si elle nous privait de la possibilité d'agir librement? À quoi servirait un progrès qui ferait de nous des êtres dépendants, tracés, évalués et réduits à des numéros? L'histoire de la philosophie nous enseigne que la liberté n'est pas un acquis définitif, mais une conquête fragile. Rousseau rappelait que l'homme n'est libre, mais que partout il est dans des chaînes. Hannah Arendt nous mettait en garde contre la tentation totalitaire de transformer les citoyens en simples rouages d'une machine administrative et technologique. Aujourd'hui, la chaîne nouvelle n'est plus de fer, mais numérique. Elle se présente sous la forme de l'efficacité, de la rapidité, de la commodité. Mais une cage reste une cage, même si elle est dorée et brillante. Et une société qui sacrifie sa liberté au nom de la commodité court le risque de se réveiller un jour prisonnière d'un système qu'elle ne pourra plus renverser. Chers amis, le choix du 28 septembre n'est pas technique, il est fondamentalement politique et philosophique. Il s'agit de choisir entre une Suisse libre, consciente de ses valeurs, ou une Suisse soumise à une dépendance numérique totale ou totalitaire. Nous devons voter et nous devons voter non. Non pour protéger notre autonomie. Non pour protéger notre démocratie. Non pour que nos enfants puissent encore vivre dans un pays où la technologie est un outil et non pas une prison. Et pour finir, non aussi parce que nous ne pouvons plus faire confiance à un gouvernement qui nous a déjà menti pendant la pandémie et qui refuse toujours de remettre en question son action. Errare humanum est. Perseverare, je vous laisse la conclusion. Le 28 septembre, disons non à l'identité numérique, parce que, comme le dit le préambule de notre constitution suisse, seul est libre qui use de sa liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ambrosetti, pour votre discours qui replace l'homme là où il devrait être, c'est-à-dire au milieu de tout.
Je vous présente maintenant Monsieur Joseph Ender. Je vais prendre ma fiche peut-être. Monsieur Ender est originaire de Mottetal, qui est une très jolie vallée d'ailleurs dans le canton de Schwyz. Il est entrepreneur en informatique et président de l'Action Bundesurkantone, donc l'Alliance des cantons primitifs. C'est un fils de paysan qui est devenu figure de proue du mouvement de résistance aux mesures sanitaires. Il s'est politisé d'ailleurs durant cette crise sanitaire. Son association a organisé plusieurs manifestations nationales, notamment à Berne, avec plus de 50 000 personnes. Candidat aux élections schwyzoises sur la liste libre et indépendante, M. Ender est un digne descendant de Waldstätter. Il prône des valeurs traditionnelles schwyzoises, liberté, autodétermination et résistance à la centralisation étatique. Défenseur de la démocratie directe, il incarne la résistance des cantons ruraux face aux dictats fédéraux. Son action Bündnis-Urkantone soutient activement le référendum contre le ID. Monsieur Ender, c'est à vous. Wir Menschen sind sehr gut, wir können sehr gut mit physischen Dingen umgehen, mit physischen Daten. Wir können sie fühlen, können sie sehen. Wir merken, wenn wir sie verlieren. Wir merken auch, ob es immer noch in unserem Portemonnaie ist, diese ID. Bei den elektronischen Daten, ich bin seit 30 Jahren in der Informatik tätig und ich kenne mich da doch auch mit der Informatik-Sicherheit sehr gut aus. Und mit diesen Daten sind wir Menschen sehr schlecht. Wir kennen uns sehr schlecht aus. Wir können die Daten nicht anfassen, wir können sie nicht fühlen, wir sehen sie nicht und wir merken nicht, wenn wir sie verlieren oder wenn sie uns gestohlen werden, weil das geht da irgendwo durch die Luft, das ist hier irgendwo gespeichert, ich sehe es nicht, ich fühle es nicht. Fazit, wir Menschen sind einfach schlecht in Sachen elektronische Daten und Elektronik im Allgemeinen. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, die Deutschen haben ja den Ausweis schon, den elektronischen, oder? Wurde der gehackt? Ja, ich zeige es nachher. Dann gibt es das deutsche elektronische Patientendossier. Wurde das gehackt? Ja, alle 70 Millionen Patientendossier wurden ausgelesen. Jetzt noch einmal einen kleinen Moment, weil ich sehe da nicht meine Slides. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Sie sehen, die Technik ist einfach schwierig. Was erzählen uns die Behörden? In diesem Fall das Bundesamt, das BSI, das Bundesamt für Informatik. Danke. Die sagen, ja, der Online-Ausweis, der ist sicher. Was ist die Realität? Sogenannte Whitehat-Hacker haben eine Möglichkeit gefunden, eben die Identität zu stellen. Sie haben quasi eine ähnliche App programmiert wie der richtige Ausweis, wie die richtige Ausweise. Und wiederum, wir Menschen, wir sehen den Unterschied nicht, ob das die richtige App ist oder eine gefälschte. Und eben, auch das wurde gehackt und es wurde zugegeben, ja, diese Lücke ist sehr schwierig zu schließen. Was sind diese elektronischen Patientendossiers, die ich angesprochen habe? Alles, was rot ist, hier. Alles das wurde gehackt vom Chaos Computer Club. 70 Millionen Patientenakten waren zugänglich für diese Hacker. Wie gesagt, die Sicherheit ist einfach etwas Kompliziertes. In der Schweiz hat der Bund immerhin auf seine FAQ sagt er, ja, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Finde ich toll, das stimmt.
Auf der FAQ steht auch, ja, kann Ihr EID missbraucht werden? Ja, wenn Ihr Smartphone gestohlen wird und entsperrt wird. Ich sehe das bei meinen Kunden, was die für sehr schwierig zu knackende PIN haben auf ihrem Smartphone. 1, 2, 3, 4 ist so das Übliche. Dass, wenn Ihr Smartphone gestohlen wird, dann wird auch Ihre EID gestohlen. Es gibt auch Möglichkeiten, Ihre EID zu stehlen, ohne dass Ihr Smartphone gestohlen wird. Vielleicht kennen Sie solche Login, eben, wir sind schlecht in elektronischen Daten. Man kann ganz einfach zum Beispiel ein Facebook-Login quasi kopieren und die EID ist kein Schutz vor solchem Betrug. Das wäre eigentlich wichtig, dass wir von solchen Betrugsseiten geschützt würden. Ein anderes Beispiel, das habe ich selber erlebt, ich habe einen Kunden angerufen und habe gesagt, ich will die Vignette lösen, das funktioniert nicht. Der Virenscanner hat diese Seite blockiert, weil Sie sehen es vielleicht. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich. 44 Franken, die Vignette kostet nur 40 und wenn Sie hier die Vignette gekauft haben, dann haben Sie dann gleich noch ein Abo abgeschlossen. Seine Betrugsseite wurde blockiert, aber eben wieder für uns Menschen einfach ganz schwierig zu erkennen. Oft sagen mir die Kunden, ja, ich habe nichts zu verbergen. Und das ist eben genau die falsche Einstellung. Wir haben nichts zu verbergen, aber wir haben etwas zu schützen. Warum haben Sie an der Haustüre ein Schloss? Warum schließen Sie ab? Um Ihr Eigentum zu schützen. Und bei den elektronischen Daten, das ist auch mein Eigentum, ich muss das auch schützen, weil es ist eine Gefahr, wenn diese Daten gestohlen werden oder missbraucht werden. Und in den letzten Jahren wurden ganz viele Firmen in der Schweiz angegriffen, erfolgreich angegriffen. Es gab wirklich teilweise wochenlang Stillstand, es gab Konkurse und sehr oft ist es Identitätsdiebstahl. Also die Identität wird gestohlen. Also ähnlich wie bei einer EID. Auch da ist die gleiche Gefahr. Kommen wir zu der Freiwilligkeit. Das wird immer behauptet, die sei freiwillig. Es steht nirgends im Gesetz irgendetwas von freiwillig. Und wenn es dann freiwillig sein sollte, dann müsste man auch reinschreiben, ganz klar, dass keine Nachteile entstehen dürfen, wenn Sie keine EID haben. Es steht dann genau das Gegenteil drin. Es steht nämlich drin, dass die Behörden eine Strafgebühr verlangen dürfen, wenn man noch an den Schalter geht, wenn man das gleiche per EID abwickeln könnte. Und das nächste ist dann das elektronische Patientendossier. Da soll nämlich die staatliche EID genutzt werden und das nächste ist die Organspendedatenbank. Da ist auch schon, da wartet man extra jetzt auf die EID, bevor man das ausrollt. Und hier können Sie bei dem elektronischen Patientendossier, müssen Sie aktiv ein Opt-out, Sie müssen aktiv sagen, ich will das nicht, sonst bekommen Sie es und Sie müssen die EID haben. Es wurde vorher schon angesprochen, die Unverknüpfbarkeit. Das ist ein kompliziertes Thema, aber im Prinzip geht es darum, wenn Sie online etwas kaufen mit der EID, ein Bier zum Beispiel, und dann wieder woanders etwas kaufen, dann ist das möglich, wenn Sie die gleiche ID benutzen, dass das miteinander verknüpft wird und man kann ein Profil von Ihnen machen und man kann Sie verfolgen. Jetzt sagt der Bund natürlich, nein, das ist unverknüpfbar, wir haben das extra entwickelt, das ist richtig, haben Sie gemacht, aber auf GitHub, wo die ganzen Sourcen sind, da ist dieses schöne PDF vom letzten Dezember und da steht ganz klar, damit man in Zukunft kompatibel ist mit der EU, gibt es keine Unverknüpfbarkeit, weil die EU-Lösung ist keine Lösung, in der es die Unverknüpfbarkeit gibt. Sobald wir dann EU-kompatibel sein müssen, ist die Unverknüpfbarkeit weg. Der Nutzen der EID.
Funktioniert das nicht? Nein, ich habe keinen gefunden. Es wird uns immer erzählt, bei der letzten Abstimmung hätten die Leute Nein gestimmt, weil sie eine staatliche EID wollen, nicht eine private. Gehen Sie selber zurück, ich habe das gemacht. Bei der Abstimmungssendung der SRF ist jemand von GFS Bern da und der sagt ganz klar, die Leute haben Nein gestimmt, weil sie keinen Nutzen sehen. Ich kann die Steuererklärung einreichen, ich kann im Geschäft meine Mehrwertsteuer einreichen, ich kann alles elektronisch machen, ich mache alles elektronisch, ich brauche kein Papier. Und ich habe noch nie eine EID vermisst. Ich wüsste nicht, wozu ich sie brauchen würde. Das hat ein Referent gezeigt, ein Tessiner Informatikprofessor bei unserem Anlass letzte Woche. Ich finde das sehr treffend. Die wichtige Frage eben, ist die EID sicher? Wir haben es gelesen, nichts ist sicher, vor allem nicht in der elektronischen Welt. Ist sie freiwillig? Nein, sie wird nicht freiwillig sein, es werden unterschwellig Hürden eingebaut werden, damit es sehr schwierig wird. Es wird sehr schwierig, ohne ein Smartphone und ohne EID zu leben. Das Ganze fördert die Massenüberwachung und wie gesagt, den Nutzen habe ich bis heute nicht gefunden. Darum werde ich überzeugt Nein stimmen gegen die EID. Danke. Danke vielmals für Ihr Vortrag. Bien, merci à tous et à tous pour vos plaidoiries pour le 28 septembre.